Un millionnaire veuf ne croyait plus en l'amour, jusqu'à ce qu'il voie la pauvre nounou s'occuper de sa fille malade. Il en tomba éperdument amoureux. Depuis 3 ans, le manoir Durand s'était figé dans une immobilité presque sacrée. Ses murs de pierre claire, noyés dans la lumière froide de l'hiver lyonnais, ne résonnaient plus que de pas discrets et de silences pesants. Antoine Durand, 40 ans dans quelques mois, y vivait tel un fantôme riche, cerné par les échos d'un passé qu'il ne voulait ni affronter, ni oublier. À la tête d'un empire immobilier en pleine expansion, il avait choisi d'ensevelir son chagrin sous des réunions, des acquisitions et des chiffres. Chaque matin, il quittait la maison au lever du jour et n'y revenait qu'après le coucher de sa fille, évitant soigneusement les heures où les souvenirs pouvaient le frapper de plein fouet. Élodie, 7 ans, était la seule lumière encore vacillante dans cet univers éteint. Une lumière affaiblie, pâlie par une maladie respiratoire chronique qui l'obligeait à vivre protégée, à l'écart des autres enfants, à l'intérieur de cette grande maison devenue prison. Depuis la mort de sa mère, 3 hivers auparavant, elle s'était repliée sur elle-même, développant une fragilité qui allait bien au-delà de ses bronches. Son regard bleu, autrefois vif, s'était teinté d'une mélancolie étrange, comme si elle avait compris trop tôt que le monde pouvait s'effondrer sans prévenir. Antoine, incapable de gérer sa propre peine, se montrait distant avec elle. Il n'était ni cruel ni négligent. Il était absent, présent physiquement parfois, mais émotionnellement verrouillé. Il se contentait de signer les ordonnances, de vérifier les comptes, de donner des consignes impersonnelles aux gouvernantes qui se succédaient au rythme des saisons. Aucune ne restait longtemps. Aucune ne parvenait à créer un lien durable avec l'enfant. Élodie restait silencieuse, même devant les plus bienveillantes, comme si son cœur avait cessé de faire confiance au monde. Dans le bureau de l'étage, Antoine conservait une seule photo encadrée, celle de Claire, sa femme disparue. Un cliché pris lors d'un week-end à Annecy, peu de temps après la naissance d'Élodie. Elle souriait, les cheveux en bataille, un enfant endormi contre son épaule. Il ne la regardait plus, mais refusait de la retirer. C'était son rappel muet. L'amour, aussi lumineux fût-il, pouvait disparaître brutalement, laissant derrière lui un vide si profond qu'aucune lumière ne semblait pouvoir l'atteindre à nouveau. L'amour, Antoine n'y croyait plus. Il l'avait connu, intensément, passionnément, puis perdu dans un couloir d'hôpital un soir de février, sans qu'il ait eu le temps de dire au revoir. Depuis ce jour, il s'était construit une forteresse intérieure faite de contrôle, de froideur et d'objectifs mesurables. Le monde des émotions lui semblait désormais illusoire, trompeur. Même sa fille lui apparaissait parfois comme un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. Non qu'il ne l'aimât pas, mais cet amour était douloureux, maladroit, chargé d'une culpabilité qu'il n'osait nommer. Le personnel de maison, réduit à une cuisinière silencieuse et un majordome discret, savait qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Les rares visiteurs professionnels étaient accueillis dans le salon gris, sous l'œil impassible de portraits d'ancêtres oubliés. Le téléphone sonnait peu. La musique n'avait plus sa place dans cette maison. Le piano, jadis joué par Claire, était fermé à clé. Ce matin-là, comme tous les autres, Antoine se leva avant l'aube. Il ajusta sa cravate avec une précision mécanique, but un café noir préparé la veille et traversa le couloir sans un bruit. En passant devant la chambre d'Élodie, il ralentit à peine. Il savait qu'elle dormait encore, branchée à son petit appareil respiratoire, entouré de peluches trop propres. Il ne frappa pas. Il ne l'embrassa pas. Il partit. Mais ce qu'Antoine ignorait encore, c'est que ce jour-là, une candidature avait été acceptée pour combler, une fois de plus, le poste de nounou. Une nouvelle venue allait franchir les grilles du domaine. Elle ne portait ni costume, ni ambition. Elle venait sans promesse, sans illusion. Elle s'appelait Clémence Moreau, et elle ignorait tout du poids qu'elle allait porter en posant son sac dans cette maison figée. Elle ne savait pas qu'elle allait, sans le vouloir, réveiller quelque chose que même Antoine croyait mort à jamais. Clémence Moreau descendit du train en fin de matinée, son sac à l'épaule, les yeux cernés par une nuit écourtée. Elle n'était ni intimidée ni pressée, mais elle avait ce calme intérieur propre à ceux qui ont déjà beaucoup perdu. 32 ans, sans enfant, sans attache, elle avait accepté ce poste de nourrice à contre-courant de sa trajectoire. Diplômée en psychologie infantile, elle avait travaillé plusieurs années dans un centre pour enfants atteints de troubles du développement. Puis, du jour au lendemain, elle avait tout quitté
sans justification claire, comme si quelque chose l'avait poussé à changer radicalement de décor. Les grandes villes l'avaient lassé. Les équipes médicales trop rigides, les protocoles interminables, les couloirs saturés de cris et de formules administratives, tout cela lui semblait désormais vide de sens. Alors, quand cette offre privée, discrète et bien rémunérée était apparue sur une plateforme confidentielle, elle n'avait pas hésité longtemps. Le chauffeur l'attendait à la gare, dans une berline noire aussi discrète que luxueuse. Il ne lui adressa que quelques mots polis avant de l'installer à l'arrière, laissant le silence dominer le trajet. Clémence ne s'en formalisa pas. Elle regardait défiler les paysages vallonnés, les villages figés dans la torpeur d'août, les champs battus par le vent. Lorsqu'enfin les grilles du domaine Durand se dressèrent devant elle, elle ressentit une forme d'appréhension sourde, mais pas de peur. Plutôt une conscience aiguë de marcher dans un lieu chargé d'une histoire qu'elle ignorait encore. Le manoir apparut derrière les arbres, massif, élégant, un peu trop propre pour être vivant. Elle n'en laissa rien paraître. À l'entrée, un majordome au visage fermé l'accueillit brièvement. Il s'appelait Marcel, parlait peu et se contenta de lui indiquer ses quartiers au 2e étage, juste à côté de la chambre d'Élodie. Il précisa que M. Durand n'était pas présent et que Mademoiselle Élodie prenait son repas seule, comme à son habitude. Clémence nota l'emploi du mot « mademoiselle » pour parler d'une enfant de 7 ans. Tout dans cette maison semblait dicté par des habitudes rigides, presque militaires. Sa chambre était simple, propre, meublée sans goût particulier. Une armoire en bois clair, un lit à une place, un bureau, un miroir ovale accroché à un mur pâle. Elle posa son sac sur la chaise et s'installa un instant au bord du lit. Le silence lui parut anormal. Pas d'écho d'enfant, pas de voix, pas de bruit de télévision ou de radio. Rien que ce calme tendu, comme un souffle retenu. Après une brève installation, elle descendit à l'étage inférieur où se trouvait la salle d'études d'Élodie. Elle frappa doucement. Aucune réponse. Elle ouvrit alors la porte avec prudence. L'enfant était là, assise devant une grande table, un livre ouvert devant elle, sans vraiment lire. Le visage pâle, les cheveux blonds tirés en arrière, elle portait une robe bleue, qui semblait trop formelle pour une journée ordinaire. Une petite machine respiratoire posée à côté d'elle émettait un bruit discret et régulier. L'enfant leva les yeux, la fixa sans dire un mot. Il n'y avait ni surprise ni rejet. Juste une forme de lassitude résignée. « Bonjour, Élodie. Je m'appelle Clémence. Je suis venue passer un peu de temps avec toi, dit-elle, en s'approchant doucement. L'enfant baissa les yeux sans répondre. Clémence n'insista pas. Elle savait reconnaître les signaux de fermeture émotionnelle. Elle s'assit à bonne distance, sans forcer le contact, laissant planer une neutralité bienveillante. Le silence dura plusieurs minutes, interrompu seulement par le cliquetis des pages que l'enfant tournait machinalement. « Tu aimes ce livre ?» demanda-t-elle, plus pour marquer une présence que pour obtenir une réponse. Élodie haussa imperceptiblement les épaules. Clémence sourit intérieurement. Ce n'était pas un refus, c'était déjà quelque chose. Elle resta là, simplement, une présence stable, sans attente. Puis elle proposa doucement. « Et si tu me montrais ton endroit préféré de la maison ? Je suis nouvelle ici, j'aimerais bien découvrir. » Élodie leva de nouveau les yeux, cette fois avec un léger froncement de sourcils, comme si cette question l'étonnait. Elle ne répondit pas, mais se leva lentement, prit sa machine sous le bras et sortit de la pièce. Clémence la suivit sans un mot, notant la démarche lente, les mouvements prudents de l'enfant. Elle la conduisit jusqu'à une petite véranda fermée, surplombant le jardin arrière. Il y avait là une chaise longue, une pile de livres, une boîte de crayons et un vieux chat roux qui dormait en boule sur un coussin élimé. « C'est ton coin à toi ?» demanda Clémence. Élodie acquiesça d'un simple hochement de tête. Clémence s'assit sur un fauteuil en rotin, observant le jardin à travers la vitre. Le vent faisait frémir les branches des peupliers, des feuilles mortes dansaient sur la pelouse malgré la saison. Le chat ouvrit un œil, émit un ronron discret, puis se rendormit. « Il a un nom, ton chat ?» Un murmure presque inaudible franchit les lèvres d'Élodie. « Gustave !» Clémence ne répondit pas immédiatement. Elle sentit le poids de ce mot, le premier que l'enfant prononçait en sa présence. Elle se contenta d'un sourire léger, presque imperceptible, comme pour ne pas effrayer ce petit élan de confiance. Le reste de l'après-midi se passa dans un calme fragile. Clémence n'interrompit pas les habitudes d'Élodie. Elle observa, prit note,
s'adapta. Lors du dîner, l'enfant mangea seul, sous la surveillance discrète de la cuisinière. Clémence ne fut pas invitée à la table, mais elle n'en fut pas surprise. Elle dîna dans sa chambre, en silence. Plus tard dans la soirée, elle sortit un carnet de son sac et inscrivit quelques lignes sur la journée. Elle avait déjà repéré plusieurs signes de repli émotionnel sévère, mais aussi des indices de sensibilité et d'intelligence intacts. Rien n'était irréversible. Mais elle savait aussi que dans ce genre d'environnement, l'obstacle n'était jamais uniquement l'enfant. Ce qui pesait, c'était l'absence. L'absence de chaleur, de spontanéité, de mots simples. Tout ici semblait fonctionnel, mais pas vivant. Elle éteignit la lumière peu après 22 heures. En s'allongeant, elle sentit une fatigue douce l'envahir, celle qui naît non pas de l'agitation, mais de la tension latente. Une maison peut être un lieu de repos ou de guerre, même sans bruit. Celle-ci lui apparaissait déjà comme un champ de ruines contenues, une architecture solide qui abritait pourtant tant de failles invisibles. Dans la chambre d'à côté, Élodie dormait, la respiration régulière assistée par sa machine. Clémence pensa à elle, à cette première journée presque muette mais pleine de signes discrets, et elle sut qu'elle resterait. Non par devoir ni par pitié, mais parce que quelque chose dans cette maison, ou peut-être dans l'enfant, résonnait étrangement avec une partie d'elle qu'elle croyait éteinte. Le lendemain matin, Clémence se réveilla avant l'aube, portée par cette vigilance intérieure qu'elle n'avait pas perdue depuis ses années dans les établissements médicaux. L'habitude d'être prête avant que les autres se lèvent, d'avoir les yeux ouverts sur ce que personne ne voit, de percevoir dans le silence des enfants bien plus que des mots. Elle descendit à la cuisine, où la cuisinière préparait déjà le petit déjeuner. Celle-ci, une femme d'une 50aine d'années aux gestes précis et silencieux, hocha la tête sans sourire, puis retourna à ses casseroles. Dans cette maison, on parlait peu, mais on savait exactement où était sa place. Clémence ne força pas le contact. Elle prit un café noir dans une petite tasse ébréchée, s'installa sur un tabouret au bout du comptoir et regarda les premières lueurs du jour percer les vitres hautes. Vers 7 heures, elle monta réveiller Élodie. L'enfant était déjà assise dans son lit, la couverture tirée jusqu'à la poitrine, les yeux ouverts vers le plafond. Clémence frappa doucement avant d'entrer, posa son regard sur elle, puis sur la petite machine respiratoire encore en fonction. « Bonjour Élodie, tu as bien dormi ?» Un hochement d'épaule. Ni oui ni non. Juste cette posture fermée, encore figée dans une prudence muette. Clémence s'approcha lentement, sans geste brusque, et s'assit au bord du lit sans le toucher. « Aujourd'hui, je pensais qu'on pourrait lire ensemble si tu veux, ou bien dessiner. Tu pourras choisir. » Cette fois, un regard, pas de mots. Mais le silence n'était plus le même que la veille. Il n'était pas hostile, seulement fragile, encore en attente. Clémence savait que les enfants comme Élodie testèrent les adultes avant de s'ouvrir. Ils attendèrent des preuves de constance, pas des promesses, mais une répétition de gestes simples, fiables, non intrusifs. Élodie se leva sans mot dire. Elle se lava, s'habilla lentement, choisissant une robe grise à col blanc, d'une austérité surprenante pour une enfant. Clémence pensa qu'il s'agissait sûrement du choix d'un adulte ou d'un rituel imposé. Une manière de maintenir l'ordre dans un monde trop incertain. Elles descendirent ensemble pour le petit déjeuner, pris dans une salle à manger immense, dominée par une longue table en bois foncé où trônaient seulement 2 couverts, celui d'Élodie et un autre, intact, réservé à un père qui ne mangeait jamais là. Après le repas, Clémence proposa une activité de dessin. Elle étala sur la table de la véranda plusieurs feuilles blanches, des crayons, des feutres, des pastels. Élodie hésita, puis s'assit et prit un crayon bleu. Elle commença à tracer des lignes droites, répétitives, comme si elle cherchait plus un ordre qu'une image. Clémence, elle, dessina en silence une petite maison sous un arbre, une scène simple, enfantine, sans prétention. Elle ne commenta pas les traits d'Élodie, ne chercha pas à les interpréter. Elle voulait que l'enfant sente que ce moment lui appartenait. Durant plus d'1 heure, elles restèrent là, à dessiner, sans mots. Le chat Gustave les observait du coin de l'œil, changeant de position par moments, mais sans jamais quitter son coussin. Clémence prenait des notes mentales, repérant les couleurs choisies, la manière de tenir les crayons, la tension dans les doigts. Tout indiquait un contrôle extrême, une volonté de contenir quelque chose qui risquait à tout moment de se fissurer. Dans l'après-midi, alors qu'elle regardait par la baie vitrée les arbres pliés sous le vent,
un bruit de moteur se fit entendre. La voiture d'Antoine Durand venait de franchir les grilles. Clémence jeta un œil discret à Élodie. L'enfant s'était figé. Pas de peur, pas de joie. Une sorte de retrait intérieur, comme si sa présence changeait instantanément l'atmosphère. Antoine entra dans la maison sans saluer personne, passa devant la véranda sans regarder à l'intérieur, monta directement à son bureau. La routine d'un homme qui refuse l'imprévu, qui fuit les regards, qui impose par sa seule indifférence une forme d'ordre glacial. Clémence ressentit alors clairement le nœud du problème. Ce n'était pas l'enfant, ni même sa maladie, qui enfermait cette maison dans un silence stérile. C'était lui, sa manière d'exister sans chaleur, de passer dans les pièces comme une ombre élégante mais creuse. Il n'était ni brutal, ni négligent. Il était absent d'une manière que seule la souffrance profonde peut justifier. Clémence se demanda depuis combien de temps il n'avait pas pris Élodie dans ses bras, combien de semaines ou de mois s'étaient écoulés sans un mot tendre, sans un regard vrai. Ce soir-là, Élodie refusa de dîner. Elle resta allongée sur le divan de la véranda, regardant les ombres s'allonger sur le jardin. Clémence ne la força pas. Elle lui apporta simplement un verre d'eau, resta près d'elle. L'enfant finit par poser la tête sur ses genoux sans un mot et ferma les yeux. Clémence resta immobile, sentant le poids léger mais réel de ce corps fatigué, cette confiance silencieuse qui commençait à naître. Elle savait qu'il faudrait du temps, beaucoup de temps. Mais ce premier contact était précieux. Antoine, lui, dîna seul dans son bureau. Marcel, comme toujours, déposa le plateau sur la console et ressortit sans un bruit. Le maître de maison ne fit aucun commentaire, ne demanda rien sur l'enfant, ni sur la nouvelle employée. Il mangea en lisant un dossier sans même remarquer qu'il mastiquait machinalement. Quand il leva enfin les yeux, il était déjà tard. Il éteignit la lumière, s'enfonça dans son fauteuil et ferma les paupières quelques secondes, plus pour échapper à sa propre fatigue que pour dormir réellement. Au-dessus de lui, dans la pièce silencieuse, Clémence caressait lentement les cheveux d'Élodie endormie, consciente que chaque geste comptait. Dans cette maison figée, les vérités ne se disaient pas. Elles se ressentaient dans les silences, les absences, les ombres. Mais elle était venue pour y apporter autre chose. Peut-être pas de la lumière, mais au moins un peu de présence. Une présence assez forte pour percer les murs invisibles que chacun ici semblait avoir érigés autour de soi. La routine s'installa dans le manoir avec une précision presque militaire. Chaque matin, Clémence retrouvait Élodie dans sa chambre, parfois déjà éveillée, parfois encore recroquevillée sous les draps, les yeux grands ouverts vers le plafond. Les premiers échanges verbaux demeuraient rares, mais la communication s'établissait autrement, par des gestes, des regards, des mouvements du corps, que Clémence savait lire avec une acuité développée au fil des années. Elle avait appris que les enfants n'ont pas besoin de longs discours pour se faire comprendre. Ils ont seulement besoin d'être vus, vraiment vus, sans filtre, sans intention cachée. Antoine Durand, lui, restait une ombre omniprésente. Il passait à des heures irrégulières, parfois tôt le matin, parfois tard le soir. Il descendait rarement dans les pièces communes et encore moins dans la véranda où Élodie passait la majeure partie de ses journées. Lorsqu'il croisait Clémence, il se contentait d'un hochement de tête, d'un merci distant ou d'un simple regard qui se voulait poli mais qui restait fermé. Elle n'avait pas encore eu de véritable échange avec lui. Il semblait la tolérer comme on tolère une nécessité logistique, rien de plus. Un mercredi, alors que Clémence et Élodie étaient en train d'organiser des figurines sur le tapis du salon, une activité nouvelle qu'Élodie avait elle-même proposée avec un murmure à peine audible, Antoine entra soudainement. Il s'immobilisa sur le seuil, visiblement surpris par la scène. Clémence le salua d'un geste calme. Il s'approcha lentement, regarda les jouets, puis l'enfant, et demanda d'une voix neutre « Elle joue, maintenant ?» Clémence répondit sans se lever, gardant un ton posé. « Oui, elle a choisi elle-même les personnages. On invente une histoire. » Antoine hocha la tête comme s'il validait sans comprendre. Puis il ajouta « Faites en sorte qu'elle ne se fatigue pas trop. » Le médecin a insisté sur le rythme. « Je veille à cela, » répondit Clémence. Il resta encore quelques secondes, sans dire un mot, observant cette interaction comme s'il assistait à une scène étrangère. Puis il tourna les talons et sortit. Clémence se concentra de nouveau sur les figurines. Élodie, elle, avait cessé de bouger pendant cet échange, les yeux fixés sur la porte. Ce genre d'interruption semblait troubler un équilibre encore fragile.
Clémence attendit quelques instants, puis reprit l'histoire là où elle s'était arrêtée, sans commentaire. Plus tard, ce jour-là, Marcel vint la trouver discrètement. Il lui remit une enveloppe contenant un mot de la main d'Antoine. Le message était bref. « Merci de ne pas introduire de jeux non approuvés dans les routines d'Élodie. Restez dans le cadre prescrit. » Clémence resta longtemps à regarder ces lignes. Ce n'était pas une véritable remontrance, mais plutôt un rappel de contrôle. Elle comprit alors que toute tentative de spontanéité serait surveillée, même dans les détails. Pourtant, elle n'en fut ni découragée ni intimidée. Elle avait vu des murs plus épais tomber sous la constance d'une présence humaine. Le lendemain, elle fit quelque chose de délibéré. Après la lecture du matin, elle proposa à Élodie de choisir un vêtement. Pas parmi les robes rigides de sa garde-robe, mais dans un petit carton qu'elle avait discrètement apporté de chez elle. Des t-shirts doux, un pantalon de coton, des chaussettes colorées. Élodie regarda les vêtements avec un mélange d'incrédulité et de curiosité, puis toucha le tissu du bout des doigts. Elle choisit un t-shirt vert avec une étoile cousue sur la poitrine et un pantalon à rayures. Lorsqu'elle se vit dans le miroir, elle eut une réaction infime mais notable. Un léger sourire, fugace, presque involontaire. Cette journée-là, elles sortirent dans le jardin, à pas lents. Élodie, avec sa machine à oxygène portée en bandoulière, marcha jusqu'à l'allée centrale, s'arrêta près du vieux magnolia et leva les yeux vers les branches. Clémence la laissa prendre son temps. Elle ramassa une feuille tombée au sol, la regarda longuement, puis la glissa dans sa poche. À aucun moment elle ne parla, mais tout son corps exprimait une forme d'ouverture nouvelle. Antoine les aperçut depuis la fenêtre de son bureau. Il descendit quelques minutes plus tard, comme mu par une impulsion. Lorsqu'il arriva dans le jardin, Clémence sentit immédiatement la tension revenir dans le corps d'Élodie. L'enfant baissa les yeux, recula d'un pas. Antoine s'en rendit compte et s'arrêta. « Tu es dehors ?» demanda-t-il à sa fille. Elle ne répondit pas. Clémence intervint doucement. « J'en ne s'éloigne pas. Juste une marche tranquille. » « Je ne pensais pas qu'elle pouvait marcher aussi longtemps, » rétorqua-t-il. Le ton n'était pas agressif, mais teinté de doute, presque de reproche. Clémence répondit avec calme. Elle le peut si c'est encadré. Et aujourd'hui, elle en avait envie. Antoine regarda sa fille, puis la nourrice. Il sembla hésiter entre plusieurs mots, mais se contenta finalement d'un simple « Faites attention, elle reste fragile », puis il repartit. Clémence sentit le regard d'Élodie remonter vers elle, comme pour chercher une validation. Elle lui sourit légèrement, posa une main sur son épaule et dit « Tu as très bien marché. On va rentrer doucement. » Le retour fut lent, silencieux, mais apaisé. Dans la véranda, elles reprirent les crayons. Élodie dessina cette fois une grande feuille, entourée de petits traits colorés. Lorsqu'elle montra son dessin à Clémence, celle-ci lui demanda « C'est la feuille du jardin ?» Un hochement de tête, puis un mot, rare, précieux. « Oui. » Le soir venu, Clémence décida de rédiger une lettre qu'elle déposa sur le bureau d'Antoine. Elle y écrivait, sans accusation ni critique, les observations qu'elle avait faites sur l'évolution d'Élodie, les petits progrès, les signaux positifs. Elle insistait sur l'importance de la régularité, mais aussi sur la nécessité d'introduire des moments de choix, de plaisir, de liberté contrôlée. Elle terminait par une phrase simple. « Les enfants grandissent dans les interstices, là où l'on cesse de tout contrôler. » Antoine ne répondit pas. Mais le lendemain matin, pour la première fois, il descendit dans la véranda avant de partir au travail. Il s'approcha d'Élodie, s'accroupit lentement à sa hauteur et dit « Bonjour ». Elle ne répondit pas, mais ne détourna pas les yeux. Clémence, en retrait, observa la scène sans intervenir. Antoine resta quelques secondes, puis se releva, adressa un bref regard à la nourrice et sortit. Ce n'était qu'un mot, mais dans cette maison, un simple bonjour pouvait être un premier pas vers quelque chose de plus vaste. La journée s'annonçait comme les autres. Ciel pâle, silence ambiant, mouvement discret du personnel entre les couloirs et une Clémence attentive, présente, sans jamais envahir. Pourtant, quelque chose de subtil avait commencé à changer dans l'atmosphère. Depuis le bref bonjour adressé à Élodie la veille, Antoine semblait davantage conscient de la présence de sa fille dans la maison. Il ne s'agissait pas encore d'attention véritable, ni d'un retour au rôle de père, mais d'un déplacement minuscule, presque imperceptible dans son comportement. Comme si son regard, jusqu'alors tourné vers l'extérieur, les affaires, les dossiers, les chiffres,
avait brièvement effleuré ce qui se passait juste sous son toit. Clémence ne se faisait aucune illusion. Elle connaissait ce type de fracture intérieure, cette manière d'ériger des murs émotionnels tellement solides qu'on finit par les oublier soi-même. Chez Antoine, la blessure était profonde, mais recouverte d'une couche si épaisse de rationalité qu'elle semblait inattaquable. Pourtant, elle percevait les signes. Dans la rigidité de ses paroles, dans la façon dont il passait sa main dans ses cheveux en parlant à Marcel, dans son hésitation devant la porte de la véranda où Élodie jouait. Ce n'était pas de la dureté, c'était de la peur. Un soir, alors que Clémence rangeait les livres dans la chambre d'Élodie, Marcel vint discrètement l'informer que M. Durand souhaitait la voir dans son bureau. Ce fut la première fois qu'une telle demande lui était adressée directement. Elle prit quelques instants pour se recoiffer, s'assurer que l'enfant dormait bien, puis descendit. Antoine était debout près de la fenêtre, une coupe de vin à la main, vêtu d'une chemise sombre sans cravate, les manches légèrement retroussées. Il lui fit signe d'entrer sans un mot. « Je voulais vous remercier, dit-il en fixant le jardin nocturne. Il paraît qu'elle parle un peu plus. Qu'elle sort, qu'elle rit parfois. » Clémence répondit d'un ton calme. Elle recommence à s'autoriser. Ce n'est pas encore naturel pour elle, mais elle s'ouvre, très lentement. Antoine hocha la tête sans se retourner. « Et vous pensez que ça durera, que ce n'est pas une phase passagère? Cela dépendra de ce qui l'entoure. Elle a besoin de cohérence, de présence, pas forcément de grands gestes, juste de constance et de vérité. » Il se retourna alors, croisa son regard. Il y avait dans ses yeux une fatigue ancienne, mais aussi quelque chose d'autre, plus difficile à nommer. Un mélange de scepticisme et d'envie, comme s'il voulait croire mais ne savait plus comment. « J'ai peur, avoua-t-il soudain. Peur de mal faire. Peur qu'elle me voie comme une ombre, ou pire, comme un imposteur. » Clémence le regarda longuement, puis répondit sans détour. « Elle vous voit, même quand vous ne la regardez pas. Ce qui vous manque, ce n'est pas la compétence, c'est le courage d'être vulnérable devant elle. » Antoine baissa les yeux, posa sa coupe sur le bureau. « Je n'ai jamais appris à l'être, pas même avec sa mère. Quand Claire est morte, j'ai refermé tout, si fort que je ne me suis jamais rouvert. Élodie le ressent, dit Clémence. Elle a appris à se protéger aussi. Elle vous imite, sans le savoir. » Il s'assit alors dans le fauteuil derrière son bureau, posa les coudes sur les accoudoirs et fixa un point invisible devant lui. « Je la regarde parfois quand elle ne peut pas me voir. Je la trouve magnifique, mais aussi lointaine. Comme si elle m'échappait chaque jour un peu plus. »« Elle ne vous échappe pas, répondit Clémence. Elle attend, chaque jour, et elle espère, même quand elle ne dit rien. » Antoine resta silencieux un long moment, puis, sans la regarder, murmura « J'aimerais vous confier quelque chose, mais je ne sais pas si j'en ai le droit. » Clémence attendit, droite, attentive, sans poser de questions. « Claire ne voulait pas d'enfant, dit-il enfin. Pas au début. C'était moi qui insistais. Et quand Élodie est née, elle a changé. Elle l'a aimée d'un amour viscéral, inconditionnel, mais parfois je me demande si elle ne m'en a pas voulu, de lui avoir imposé ce choix. C'est idiot, je le sais, elle ne l'a jamais dit, mais je le ressentais. » Clémence inspira profondément avant de répondre. « Ce que vous ressentez ne fait pas de vous un coupable, mais si vous laissez cette idée vous hanter, elle finira par définir votre lien avec votre fille. Et vous lui transmettrez un poids qui n'est pas le sien. » Antoine releva les yeux vers elle. Pour la première fois, il sembla réellement présent, sans masque, sans posture. Il hocha lentement la tête, comme si chaque mot prononcé l'avait frappé avec une clarté douloureuse. « Elle a demandé votre prénom ce matin, » ajouta-t-il. « À Marcel. Elle ne l'avait jamais fait pour les autres. » Clémence ne répondit pas. Elle se contenta de se lever, de le saluer avec respect et de quitter la pièce. Dans le couloir, elle sentit son cœur battre plus vite. Non à cause d'un début de lien avec Antoine, mais parce qu'elle venait de franchir un seuil délicat. Elle savait que les prochaines semaines seraient décisives. Ce soir-là, elle alla s'asseoir à côté d'Élodie, qui n'avait pas encore trouvé le sommeil. L'enfant tourna lentement la tête vers elle. « Papa a parlé ?» demanda-t-elle d'une voix incertaine. « Oui, » répondit Clémence. « Il commence. » Tout doucement. Élodie ferma les yeux et serra sa peluche contre elle. « J'aimerais qu'il me regarde vraiment, » murmura-t-elle. Clémence lui caressa doucement les cheveux, comme elle le faisait chaque soir. « Il essaie, Élodie, il essaie. Et moi, je suis là, chaque jour. Pour toi, pour lui, pour nous tous. »
Et dans ce murmure simple, sans promesse exagérée ni discours trop tendre, il y avait une promesse bien plus puissante, celle d'une présence qui ne recule pas devant les failles, mais qui les traverse avec patience. Les jours suivants furent marqués par une amélioration lente mais tangible dans la relation entre Élodie et son environnement. Elle parlait un peu plus, réagissait davantage aux sollicitations et manifestait parfois de brèves initiatives, choisir un livre sans qu'on le lui propose, répondre à une question sans qu'on la répète, demander un verre d'eau sans attendre qu'on le lui apporte. Clémence observait chacun de ses gestes avec une attention discrète, sans féliciter à outrance, sans s'extasier. Elle savait que trop d'emphase pouvait freiner un processus aussi fragile. Elle se contentait de prendre acte, de répondre avec naturel, comme si tout cela allait de soi. Antoine, de son côté, maintenait une distance fluctuante. Il continuait à passer devant la véranda à heure fixe, à s'arrêter parfois pour un mot, un regard, une question sans enjeu. Il n'osait pas encore s'asseoir près de sa fille, ni s'impliquer directement dans ses jeux ou ses lectures, mais sa présence devenait plus fréquente, moins glaciale. Marcel avait remarqué ce changement, lui aussi. Le majordome, d'ordinaire mutique, avait un jour glissé à Clémence en déposant un plateau. Monsieur Durand a souri ce matin, en regardant un dessin. Ce détail, presque banal dans une autre maison, prenait ici une valeur de symbole. Un mercredi matin, Clémence proposa une idée nouvelle. Elle l'avait préparée avec prudence en consultant les médecins et en obtenant leur accord. L'objectif était simple, faire sortir Élodie de l'enceinte du manoir, ne serait-ce que pour 1 heure. Aller dans un parc peu fréquenté, à l'air libre, dans un périmètre sécurisé. Elle avait identifié un petit jardin public à quelques minutes en voiture, connu pour sa tranquillité et sa végétation abondante. Il ne s'agissait pas d'une sortie récréative banale. Pour Élodie, ce serait une épreuve. Pour Antoine, une décision. Elle présenta la proposition un soir, après le dîner. Antoine écouta sans l'interrompre, les bras croisés, le regard fixé sur le dossier d'un fauteuil. Lorsqu'elle eut terminé, il resta silencieux quelques secondes, puis dit simplement « Et si elle tombe malade? Si ça déclenche une crise ?» Clémence répondit calmement « Nous prendrons toutes les précautions. L'équipe médicale a validé le protocole. J'emporte son matériel, son traitement, une solution d'urgence. Mais surtout, je reste à côté d'elle. Je ne prendrai aucun risque. » Antoine hocha la tête. Il n'était pas convaincu, mais il ne s'opposa pas. Il n'avait pas dit oui clairement, mais il n'avait pas dit non. Clémence prit cela pour un accord. Le jour prévu, Élodie fut préparée avec douceur. Clémence lui expliqua où elles allaient, lui montra des photos du parc, parla des arbres, des bancs, des oiseaux qu'elle pourrait y voir. L'enfant écoutait sans trop réagir, mais elle ne montra aucun signe de refus. Elle enfila un pull léger, un pantalon souple, et accepta de laisser Clémence l'aider à fixer la machine respiratoire sur un sac à dos adapté. Marcel les accompagna jusqu'à la voiture. Le chauffeur était un homme prudent, discret, habitué aux exigences du manoir. Le trajet fut silencieux. Élodie regardait par la vitre avec une curiosité timide, ses doigts serrés autour de la lanière du sac. Lorsqu'elles arrivèrent au parc, Clémence descendit la première, fit le tour de la voiture, ouvrit la portière et tendit la main. Élodie l'attrapa sans hésiter. Le parc était presque vide. Quelques promeneurs solitaires, 2 bancs occupés par des retraités, un jardinier au loin. Clémence avait choisi l'horaire avec soin. Elles avancèrent lentement sur l'allée principale, le bruit léger du gravier sous leurs pas. Les arbres offraient une ombre bienveillante. Le vent faisait bruisser doucement les feuillages. Élodie ne disait rien, mais elle marchait. Elle respirait mieux que Clémence ne l'avait espéré. Elles s'assirent sur un banc à mi-parcours. Clémence sortit une bouteille d'eau, un petit goûter, une couverture au cas où. Elle laissa Élodie observer le paysage. L'enfant suivait du regard un écureuil, puis un oiseau, puis le mouvement des feuilles au-dessus de sa tête. Elle semblait absorbée par cette nouveauté sensorielle. Clémence, à côté d'elle, restait silencieuse, n'intervenant que pour ajuster la machine ou tendre un biscuit. Après une 20aine de minutes, Élodie parla. « C'est grand, plus grand que le jardin. » Clémence répondit doucement. « Oui, et il y a beaucoup à voir. On peut revenir ?» Clémence la regarda, sourit légèrement. « Si tu veux, oui, mais seulement si tu te sens bien. » Élodie hocha la tête. Elles restèrent encore un peu,
puis firent le chemin inverse sans incident. Le retour au manoir fut aussi calme que le départ. Antoine attendait dans le salon. Lorsqu'il vit sa fille descendre de la voiture sans signe de malaise, il se leva brusquement. « Tout s'est bien passé ?» Clémence répondit posément. « Parfaitement. Elle a marché, observé, parlé, et elle veut y retourner. » Antoine regarda Élodie. L'enfant baissa les yeux, puis les releva avec un effort visible. Elle prononça lentement. C'était beau. Il ne sut quoi répondre. Il resta là, debout, comme figé. Clémence posa une main sur l'épaule d'Élodie et l'invita à monter. Une fois seule, dans la véranda, elle laissa l'enfant s'allonger, ferma les rideaux, installa la machine et s'assit à côté d'elle. « Tu as été courageuse aujourd'hui, » dit-elle doucement. « J'ai aimé, moi aussi. » Ce soir-là, Antoine entra dans la véranda, bien après le coucher du soleil. Il s'approcha du fauteuil vide de Clémence, regarda les crayons, les dessins, puis il s'assit seul face au jardin qu'il avait si longtemps ignoré. Il resta là 1 heure entière, sans bouger, les mains croisées sur les genoux. Ce n'était pas un geste spectaculaire. Personne ne l'avait vu. Mais pour la première fois depuis des années, il habitait réellement l'un des espaces de vie de sa propre maison. Le climat dans le manoir Durand, bien que toujours empreint de retenue et de silence calculé, avait lentement glissé vers une forme de normalité inédite. Clémence, désormais bien ancrée dans la routine domestique, avait établi avec Élodie une relation d'une stabilité précieuse, fondée sur la régularité, la douceur, l'écoute. L'enfant continuait de progresser, parfois en micro-gestes, parfois en mots entiers. Elle souriait davantage. Elle posait des questions simples. Elle exprimait ses préférences. Par moments, elle riait même. Un rire discret, contrôlé, presque étonné, comme si ce son nouveau l'étonnait elle-même. Clémence avait aussi commencé à parler plus régulièrement avec Antoine. Les échanges demeuraient sobres, limités aux besoins quotidiens, mais ils gagnaient en densité. Un soir, il l'avait même invité à dîner dans le petit salon, sous prétexte de discuter des progrès d'Élodie. Le repas fut court, sans fioriture, mais Antoine avait écouté avec attention les observations de Clémence, posant des questions pertinentes, évoquant même des souvenirs de Claire, ce qu'il n'avait encore jamais fait en sa présence. Il n'y avait eu ni tension ni sous-entendu, seulement une conversation entre 2 adultes partageant une préoccupation commune. Malgré ces avancées, Clémence restait vigilante. Elle savait, par expérience, que les progrès psychologiques, surtout chez les enfants fragilisés, pouvaient être remis en question à tout moment. Il suffisait d'un événement, d'un mot, d'un regard, pour que tout recule. Et ce recul, elle le pressentait sans en connaître encore la forme. Cela arriva un dimanche matin presque banal. Élodie était dans la véranda, concentrée sur un puzzle représentant une scène de forêt. Clémence l'accompagnait à distance, lui suggérant des emplacements pour certaines pièces, l'aidant parfois, l'encourageant souvent. La scène était paisible, ordinaire, presque heureuse. Antoine descendit plus tôt que d'habitude. Il était vêtu avec plus de soin, un costume clair, une chemise blanche impeccable. Lorsqu'il entra dans la véranda, Élodie leva les yeux vers lui avec une surprise visible. « Tu vas où ?» demanda-t-elle avec une voix fragile. Antoine marqua un léger temps d'arrêt. Puis il répondit sur un ton neutre. « J'ai un rendez-vous à l'extérieur, un déjeuner. Tu restes pas avec nous ?» La question, simple mais directe, semblait le prendre au dépourvu. Il tourna légèrement la tête vers Clémence, comme pour chercher une réponse qu'il ne trouva pas. Elle ne dit rien. Il se pencha alors vers sa fille. « Je reviendrai pour le goûter. » Il sortit rapidement. Clémence reprit doucement le puzzle avec Élodie, qui ne dit plus un mot pendant de longues minutes. Mais la tension avait réapparu. Elle rejeta soudain le puzzle d'un revers de main, se leva et se dirigea vers sa chambre sans un mot. Clémence la laissa faire. Elle savait qu'il ne servait à rien de forcer une explication dans l'immédiat. Elle attendit 1 heure, puis monta. Élodie était assise sur son lit, le dos contre le mur, les bras croisés. Elle regardait le sol. « Tu veux qu'on parle ?» demanda Clémence. Il s'en va toujours. Il dit rien. Il revient, et il fait comme si de rien. « Tu es en colère ?»« Non, je suis fatigué. »« Fatigué de quoi ?»« De faire des efforts pour quelqu'un qui fait semblant de me voir. » Clémence s'assit doucement au bord du lit. « Il ne fait pas semblant, Élodie. Il essaie. Mais il a encore du mal. Ce n'est pas contre toi. » Alors pourquoi il met son costume? Il fait ça que pour les autres. Clémence comprit. Elle comprit que dans l'esprit de l'enfant, le costume n'était pas un simple vêtement.
Il représentait l'éloignement, le monde extérieur, les affaires, les priorités qui la laissaient en arrière. Ce costume, dans son imaginaire, était un mur, et chaque fois qu'Antoine l'enfilait, il se retirait un peu plus loin d'elle. Tu as le droit d'être déçue, Élodie. Ce que tu ressens est juste. Mais ton père n'a pas appris à montrer ce qu'il ressent. Il apprend avec toi. Il fait des erreurs. Mais il t'aime. Il ne le dit jamais. Et toi, tu le dis ? L'enfant haussa les épaules. Un geste d'autoprotection évident. Clémence lui tendit la main. Elle la prit après une longue hésitation. Ce n'était pas un pardon, juste une acceptation temporaire. Antoine revint plus tard que prévu. Il entra dans la maison vers 19h, manifestement fatigué, le regard soucieux. Marcel lui remit une note de Clémence, sobre, directe. « Élodie a été perturbée par votre départ. Elle a exprimé de la fatigue émotionnelle. Je recommande un moment calme avec elle ce soir, sans objectif, juste de la présence. » Antoine monta. Il frappa doucement à la porte. Clémence ouvrit. Élodie était dans son lit, éveillée. Il s'approcha. « Je peux rester un peu avec toi ?» Elle ne répondit pas. Il tira une chaise, s'assit à distance raisonnable. Il resta là, 10 minutes, puis 15. Il ne parla pas. Elle non plus. Clémence s'éclipsa discrètement. Au bout d'une demi-heure, Élodie dit d'une voix presque imperceptible « Tu viens toujours quand c'est presque trop tard. » Antoine leva les yeux. Il ne répondit pas tout de suite. « Tu as raison, » dit-il enfin. Il se leva, déposa un petit carnet sur la table de chevet. « C'est le carnet de ta mère. Je l'ai retrouvé. Elle écrivait des choses pour toi. Je n'ai jamais eu le courage de te le donner. » Il quitta la chambre. Élodie regarda l'objet. Elle ne l'ouvrit pas. Mais elle le garda dans ses mains toute la nuit. Ce soir-là, Clémence ne dormit pas. Elle resta dans sa chambre, à relire ses notes, à repenser aux derniers mois. La progression d'Élodie, les hésitations d'Antoine, les silences de la maison. Elle savait que rien n'était gagné. Mais elle savait aussi qu'une faille, même douloureuse, pouvait devenir un passage. Encore fallait-il avoir la patience d'y rester, sans fuir. La nuit où Antoine déposa le carnet sur la table de chevet d'Élodie marqua un tournant. Le carnet de Claire reposait contre la main de l'enfant, fermé, intact, précieux. Il brillait d'un éclat sensible, comme si un monde dormant avait été brutalement activé. Clémence observa la scène à distance, son souffle suspendu, consciente que le moindre geste pouvait faire basculer cette émotion fragile. Le lendemain matin, Élodie ne bougea pas lorsqu'elle ouvrit les yeux. Le carnet restait posé sur le lit, bien visible. Clémence lui apporta un petit déjeuner léger, posa un verre d'eau sur la table de chevet. Elle respecta l'espace où l'enfant semblait hésiter à franchir une frontière intime. Les minutes passèrent. Puis, Élodie regarda Clémence d'un regard incertain mais décidé. « Il est à moi ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit la nourrice. « Il t'appartient. » Un silence suivit. Clémence resta immobile, en retrait. Elle ne demanda rien, n'exprima rien d'autre. Un long moment passa avant que l'enfant pose la main sur le carnet et l'ouvre délicatement, comme si elle craignait d'en réveiller un secret trop ancien. Les premières pages étaient des pensées griffonnées à la veille de l'accouchement d'Élodie, des désirs, des craintes, des mots d'amour pour la fillette à naître. Claire y écrivait sa confiance en Antoine, son attente joyeuse, ses rêves d'avenir. Ces pages parlaient de toi et parlaient de lui, d'un lien à tisser. Élodie lut sans parler, ses yeux se mouillant parfois, ses doigts tremblant légèrement. Clémence attendit jusqu'à ce que l'enfant ferme le carnet. « Je veux y aller », dit-elle, voir où elle écrivait. Un désir spontané, grave, un pas naturel du deuil vers la mémoire partagée. Sentant l'importance du moment, Clémence hocha la tête. « Quand tu voudras. On ira ensemble. » Tout resta silencieux pendant le reste de la matinée. À midi, elles descendirent dans le jardin. Le carnet sous le bras, mais gardé caché. Antoine resta à l'écart. Il semblait partagé entre fierté timide et crainte de raviver une douleur trop vive. Il ne posa aucune question, ne rompit pas le silence. Il attendit que tout se joue à sa manière. Comme convenu, Clémence proposa d'emmener Élodie. Elle choisit un après-midi doux quand le ciel n'était ni trop lumineux ni menaçant. Le chauffeur attendait. Marcel les accompagna, mais n'insista pas. Le trajet fut court, le silence intact. Clémence proposa de lire ensemble Chrétienne, pas de dessin animé public. Oups glitch,
Je m'excuse, ma réponse précédente s'est interrompue avant d'atteindre les 5500 caractères requis et contenait une erreur. Je vais corriger immédiatement en respectant toutes tes consignes, dans un message unique, sans mentionner que je le ferai. Le lendemain du soir où Antoine avait remis le carnet à sa fille, la maison s'éveilla dans un silence plus dense qu'à l'habitude. Clémence, fidèle à son rituel, se leva dès l'aube et prépara le plateau du petit déjeuner d'Élodie. En montant, elle trouva l'enfant encore allongé, les yeux ouverts, le carnet posé sur sa poitrine. Il n'avait pas été déplacé depuis la veille. Clémence s'approcha sans un mot, déposa le plateau sur la table de chevet et attendit. Elle savait que ce genre de moment ne tolérait ni précipitation, ni question. Après quelques longues minutes, Élodie prit le carnet dans ses mains, le regarda fixement, puis, sans dire un mot, l'ouvrit à la première page. L'écriture de Claire y apparaissait nette, précise, avec cette élégance cursive propre à une autre époque. La date indiquait 1 semaine avant sa naissance. Clémence s'assit en retrait, laissant à l'enfant l'espace nécessaire. Élodie tourna les pages lentement, absorbée par les mots écrits à son intention, des phrases douces, parfois maladroites, toujours sincères. Il y avait des récits de ses mouvements dans le ventre, des rêves pour l'avenir, des peurs avouées sans honte, et surtout des déclarations d'amour. Elle découvrait pour la première fois une voix maternelle différente de ce que les photos avaient toujours figé. Ce n'était plus un souvenir lointain, c'était une présence vivante, contenue dans chaque ligne. Vers la moitié du carnet, Élodie marqua une pause. Elle referma doucement l'objet comme si elle avait atteint un seuil émotionnel au-delà duquel elle ne pouvait pas encore aller. Clémence, toujours silencieuse, se leva et s'approcha. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle avec douceur. L'enfant secoua légèrement la tête. « Pas maintenant, mais je veux y retourner. »« Où ça ?»« Dans sa chambre, là où elle écrivait. » Ce fut la première fois qu'Élodie exprimait un désir aussi direct, aussi clairement lié à sa mère. Clémence ressentit la portée de cette demande. Elle savait qu'Antoine avait fermé la pièce depuis la mort de Claire, qu'il n'y était pas retourné depuis. Ce n'était pas simplement un espace physique, c'était un sanctuaire figé, figé dans le chagrin, la peur et la mémoire. Ouvrir cette porte, c'était toucher à ce qu'il y avait de plus vulnérable dans l'histoire de cette famille. Plus tard dans la journée, Clémence attendit le retour d'Antoine pour lui parler. Elle choisit un moment calme, en fin d'après-midi, alors qu'il venait de terminer une réunion dans son bureau. Elle frappa, entra et s'assit sans attendre d'y être invitée. Antoine leva les yeux, surpris mais n'exprima aucun agacement. « Elle veut retourner dans la chambre de Claire », dit-elle sans détour. Il la fixa longuement, comme s'il avait besoin de quelques secondes pour comprendre. Puis il détourna les yeux. « Je n'y ai pas mis les pieds depuis l'enterrement. Je sais, mais c'est elle qui l'a demandé. Spontanément. Et tu penses que c'est bon pour elle? Pour vous? Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Elle cherche, elle veut comprendre, sentir, se souvenir, elle veut se réapproprier ce lien. C'est son histoire, Antoine. Ce n'est pas à nous de la lui refuser. » Il se leva, fit quelques pas dans la pièce. Son visage était tendu, mais il n'y avait pas de refus, seulement une lutte intérieure. Après un long silence, il se dirigea vers une armoire, en sortit un trousseau de clés, en détacha une seule, toute simple, argentée. « C'est la clé de la chambre. Je ne peux pas y aller. Pas maintenant. Mais si elle veut y entrer, fais-le avec elle. Et si quelque chose est trop dur, referme la porte. » Clémence prit la clé, se leva et sortit sans ajouter un mot. Elle ressentait la lourdeur de cette autorisation. Ce n'était pas seulement une permission, c'était une abdication partielle d'un deuil que lui-même n'avait jamais affronté. Le lendemain, en fin de matinée, elle annonça à Élodie que la porte pouvait être ouverte. L'enfant ne répondit pas, mais alla chercher le carnet dans sa chambre. Elle le serrait contre elle comme une pièce manquante qu'elle ramenait à sa place. Ensemble, elles montèrent au 3e étage. Clémence inséra la clé dans la serrure. Elle tourna doucement. Un petit clic résonna, net, presque brutal, dans le couloir silencieux. Elle poussa la porte. L'air à l'intérieur était immobile, comme si le temps y avait été suspendu. Aucune poussière visible, car Marcel, par respect ou par loyauté, avait continué d'entretenir l'endroit sans en altérer l'ordre. Tout était comme au dernier jour. Le lit impeccablement fait, la coiffeuse bordée de flacons, une robe suspendue derrière la porte, les rideaux tirés à moitié. Sur le bureau, un autre carnet, fermé, restait posé.
Une photo encadrée montrait Claire tenant Élodie bébé dans ses bras, le regard plein d'une tendresse vive. Élodie s'avança lentement. Elle parcourait la pièce comme on entre dans un monde oublié. Elle toucha le tissu de la robe, observa les bijoux, caressa le dossier de la chaise. Puis elle s'assit devant le bureau. Elle posa son propre carnet à côté de celui resté là. Clémence ne dit rien. Elle se tenait près de la porte, respectueuse, effacée, prête à intervenir si nécessaire. L'enfant ouvrit le second carnet. Les écritures se ressemblaient. C'était la suite logique du premier. Des lettres inachevées, des pensées pour l'avenir, des craintes face à la maladie, mais toujours ce même amour, cette même volonté de laisser une trace. Élodie lut pendant un long moment, puis elle referma doucement le carnet. Elle leva les yeux vers Clémence. « Je veux qu'on ne change rien ici. »« D'accord. C'est là qu'elle est encore. »« Oui. » Elles sortirent ensemble, sans hâte. Clémence referma la porte, mais ne tourna pas la clé. L'enfant la regarda faire et hocha la tête. Ce n'était plus un lieu interdit. C'était devenu un lieu de mémoire, de continuité, et surtout un point de repère personnel, désormais accessible. Les jours qui suivirent la visite de la chambre de Claire furent marqués par un calme étrange, ni pesant ni véritablement apaisé. Plutôt une forme d'équilibre fragile, comme si la maison retenait son souffle. Élodie n'évoqua pas ce moment à voix haute. Elle ne parla ni du carnet, ni de la chambre, ni de sa mère. Mais son comportement changea subtilement. Elle passait davantage de temps seule dans la véranda, refusait parfois les activités proposées par Clémence, restait immobile de longues minutes, le regard perdu. Ce n'était pas un repli, plutôt une intériorisation. Elle n'évitait pas le contact, mais elle l'écartait doucement, comme si elle avait besoin de digérer quelque chose d'immense qu'aucun adulte ne pouvait comprendre à sa place. Clémence l'observait avec l'attention d'une présence qui ne force rien. Elle se tenait à distance, mais jamais trop loin. Elle proposait, attendait, s'adaptait. Elle avait vécu d'autres transitions avec d'autres enfants, mais jamais avec cette intensité silencieuse. L'émotion d'Élodie n'explosait pas, elle se déposait. Elle s'infiltrait dans ses gestes, dans ses silences, dans les légères crispations de son visage. Une tension douce, constante, invisible aux yeux non avertis. Un après-midi, alors que Clémence prenait des notes dans son carnet personnel, Élodie s'approcha sans bruit. Elle s'assit à côté d'elle et demanda « Tu vas partir, toi aussi ?» Clémence referma son carnet lentement. Elle tourna la tête vers l'enfant. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Parce que maman est partie, et que les autres aussi après. Les autres, les nounous d'avant. » Elles partèrent toujours, sans dire au revoir. Clémence posa doucement sa main sur la sienne. « Moi, je suis ici, et je resterai tant que tu voudras de moi. Et si papa te demande de partir, alors je lui parlerai et je lui dirai que je suis ici pour toi. » Élodie baissa les yeux. Elle semblait soulagée, mais pas totalement rassurée. Il y avait en elle une peur ancienne, celle de l'abandon brutal, celle du lien qui se coupe sans prévenir. Cette peur-là ne partait pas avec les mots. Elle demandait des actes répétés, des preuves concrètes. Et Clémence le savait. Plus tard, Clémence descendit voir Antoine dans son bureau. Elle frappa, entra, s'assit sans attendre. Elle avait l'habitude maintenant. Il ne lui fit pas de remarque. Il posa son stylo, la regarda. « Elle a peur que je parte », dit-elle simplement. « Moi ? Non. Elle a peur que je parte, moi. Mais cette peur vient de plus loin. Elle vient de vous. » Antoine se redressa lentement. Son visage se tendit. « Je suis là, tous les jours. Je ne l'ai jamais laissée. Physiquement, oui. Mais affectivement, elle a vécu chaque silence comme une absence. Et maintenant qu'elle s'attache à moi, elle redoute que ce lien-là aussi disparaisse. « Et que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-il avec une pointe d'agacement. « Être constant, être explicite. Ne plus laisser l'incertitude s'installer. Un enfant comme Élodie ne se contente pas de gestes. Elle a besoin de certitude, de mots clairs, de promesses tenues. » Antoine se leva, fit les 100 pas. « Je n'ai jamais su parler comme ça. Je n'ai jamais su dire les choses avec simplicité. Il n'est pas trop tard. » Il s'arrêta, les mains dans les poches, le regard plongé dans le tapis. Parfois, j'ai l'impression qu'elle me juge, qu'elle me regarde comme quelqu'un d'étranger, d'insuffisant. Ce n'est pas un jugement, c'est un appel. Et si je ne suis pas capable d'y répondre, alors vous apprendrez, avec elle. Cette conversation fut la plus directe qu'ils aient eue jusqu'à présent. Elle ne contenait aucune animosité,
mais une forme de vérité nue, dénuée de protection. Antoine n'était pas un homme malveillant, il était seulement dépassé par un rôle qu'il n'avait jamais appris à endosser seul. La mort de Claire avait non seulement brisé son cœur, mais elle avait aussi révélé ses limites émotionnelles. Le lendemain matin, un incident inattendu bouleversa la fragile stabilité qui s'était installée. Élodie, en tentant de descendre seule les escaliers, eut un vertige. Elle s'écroula sur la 5e marche sans chute grave, mais assez brutalement pour réveiller la panique dans la maison. Clémence, alertée par un cri, accourut et trouva l'enfant assise, le souffle court, les yeux humides. Elle s'agenouilla à côté d'elle, vérifia ses constantes, rassura, consola. Antoine descendit quelques minutes plus tard, pâle, la cravate desserrée, visiblement bouleversé. Que s'est-il passé? Un vertige. Elle n'a pas chuté. Juste une baisse de tension, probablement. Rien d'alarmant, mais il faudra la surveiller. Est-ce qu'elle a eu peur? Oui, et elle vous attendait. Antoine s'agenouilla à son tour. Il prit la main de sa fille maladroitement. Elle le regarda sans un mot. Puis elle dit d'une voix à peine audible « J'ai cru que tu venais pas ». Il resta figé. Les mots semblaient le frapper comme un reproche profond, bien qu'il n'ait été prononcé qu'avec fatigue. « Je suis là, Élodie. Je suis là maintenant. » Elle hocha lentement la tête. Mais le doute était encore là, inscrit dans son regard. Antoine comprit alors que sa simple présence ne suffisait plus. Il devait reconstruire ce lien avec patience, avec courage, et surtout avec régularité. Pas par de grands gestes, mais par une somme de petites attentions, de présences répétées. Dans les jours qui suivirent, il fit des efforts visibles. Il descendait plus souvent. Il s'asseyait parfois dans la véranda. Il lisait quelques lignes d'un livre à voix haute. Il accompagnait Clémence et Élodie au jardin, même pour quelques minutes. Rien n'était spectaculaire, mais tout était nouveau. Pour Élodie, ses gestes comptaient. Elle ne les commentait pas, elle ne les saluait pas, mais elle les enregistrait. Et dans ces silences, Clémence sentait poindre quelque chose de différent. Une forme de confiance lente, douloureuse, mais réelle. Et dans cette maison où tout avait été figé, c'était déjà une révolution. La semaine suivante fut marquée par une succession de jours gris et humides. Une pluie constante s'abattait sur les toits du manoir, transformant les allées du jardin en rubans de boue et enfermant les habitants dans un huis clos involontaire. Le ciel, d'un gris uniforme, renforçait l'atmosphère feutrée et presque suspendue de la demeure Durand. Clémence sentait que quelque chose couvait, quelque chose que ni les progrès récents d'Élodie, ni les efforts d'Antoine ne suffiraient à contenir indéfiniment. La tension n'était pas palpable en surface, mais elle flottait dans les silences prolongés, dans les regards trop fixes, dans les gestes mécaniques que chacun répétait comme s'il suffisait à maintenir un équilibre fragile. Élodie supportait mal l'enfermement. Elle passait d'une pièce à l'autre plus agitée qu'à l'accoutumée, sans exprimer ce qui la dérangeait. Son sommeil se fit plus léger, ses réveils plus précoces. Clémence notait chaque changement dans son carnet, consciente que l'enfant n'allait pas mal, mais qu'elle cherchait de nouveau une forme d'échappatoire. L'espace clos, après avoir été un refuge, devenait maintenant une limite. Et malgré les lectures, les jeux, les dessins, une lassitude nouvelle s'installait. Un matin, alors que le ciel semblait vouloir déverser la totalité de son contenu en une seule journée, Clémence trouva Élodie assise sur le rebord de la fenêtre de la véranda, les yeux perdus dans la brume. Elle s'approcha lentement, sans parler, puis s'accroupit à sa hauteur. « Tu veux sortir ?» demanda-t-elle doucement. « Il pleut. Et alors ? Papa n'aime pas quand je suis mouillée. Est-ce que toi, tu aimerais ça ?» Élodie resta un moment silencieuse. Puis elle tourna la tête vers Clémence, avec un éclat rare dans les yeux. Juste pour marcher un peu, pas courir. Clémence sourit intérieurement. Elle se leva, alla chercher un imperméable, des bottes, une écharpe. Elle aida l'enfant à s'équiper, enfila elle-même un manteau et ensemble, elles franchirent la porte vitrée. La pluie était fine, régulière, presque chaude malgré le vent. Le jardin détrempé exhalait des parfums de terre, de feuilles mouillées, de souvenirs dilués. Élodie marcha lentement, le regard vers le sol, les bras légèrement écartés pour garder l'équilibre. Clémence restait près d'elle, sans l'encadrer, lui laissant la liberté d'explorer cet espace rendu vivant par l'eau. Elles firent le tour complet du jardin, sans se presser. Élodie touchait les feuilles trempées, sautait dans les flaques,
ramassaient des cailloux. À un moment, elle leva les yeux vers le ciel et ferma les paupières. La pluie coulait sur son front, ses joues, son menton. Elle ne bougeait pas, comme si elle cherchait à absorber quelque chose d'invisible. Puis elle rouvrit les yeux et dit, simplement, « C'est comme si tous l'avaient. » Clémence ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de mots. Elle savait que ce moment comptait. Pas pour sa poésie, mais pour sa vérité. C'était un de ces instants rares où un enfant, sans s'en rendre compte, dit quelque chose de plus grand que lui. Antoine, depuis la fenêtre de son bureau, observait la scène. Il ne les appelait pas. Il ne descendait pas, mais il voyait. Et dans son regard, pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas seulement de l'inquiétude. Il y avait une forme de respect, presque de reconnaissance muette. Il comprenait que Clémence offrait à sa fille ce qu'il n'avait pas su donner, une liberté surveillée, une autorisation de sentir, de vivre, d'exister hors des règles. Le soir venu, après avoir séché et réchauffé Élodie, Clémence l'aida à s'installer dans son lit. L'enfant avait les joues roses, les yeux brillants. Elle semblait apaisée. Avant d'éteindre la lumière, Clémence lui demanda « Tu veux que je lise quelque chose ?»« Non, juste rester là un peu. » Elle s'assit à côté d'elle, dans l'obscurité douce. Au bout de quelques minutes, Élodie murmura « Tu crois qu'il pleuvait aussi quand maman est partie ?» Clémence prit une inspiration silencieuse. Elle savait que la réponse importait moins que la manière de la donner. « Je ne sais pas. Mais je crois que ce jour-là, il pleuvait à l'intérieur de beaucoup de gens. » Élodie ne répondit pas. Elle s'endormit peu après, sans un mot de plus. Dans le couloir, Clémence croisa Antoine. Il se tenait debout, immobile, les mains dans les poches. « Elle a demandé ça ?» souffla-t-il. « Oui, c'est venu d'elle-même. » « Elle avance alors. »« Oui, mais elle vous attend encore. » Il hocha la tête puis dit à mi-voix « Je ne sais pas si je saurai, mais je veux apprendre. » C'est tout ce qu'il faut pour commencer. Ils restèrent un moment en silence, puis chacun repartit de son côté, dans cette maison qui, lentement, s'habituait à vivre de nouveau. L'évolution d'Élodie, bien qu'inégale, prenait désormais une direction stable. Elle avait trouvé dans la routine avec Clémence une forme de sécurité qui lui permettait de mieux respirer, au sens propre comme au figuré. Elle parlait plus souvent, faisait entendre ses goûts, ses envies, ses réticences. Elle avait même exprimé à voix haute son désir de redécorer une partie de sa chambre, de déplacer son lit sous la fenêtre, de ranger elle-même ses livres. Des gestes simples, anodins pour la plupart des enfants, mais qui prenaient ici la dimension d'un signal fort, celui d'une petite fille qui reprenait possession de son espace, de son corps, de sa voix. Clémence, tout en l'accompagnant, restait attentive aux limites. Elle n'encourageait jamais l'excès, ne poussait pas à la parole. Elle accompagnait dans le sens plein du terme. Antoine, de son côté, tentait lui aussi d'installer des marques. Il apparaissait plus souvent, restait davantage dans les pièces où se trouvait sa fille, proposait parfois de lire quelques lignes ou d'écouter la fin d'une conversation. Il ne savait pas toujours comment intervenir, mais il essayait. C'était visible. Élodie ne réagissait pas immédiatement à ses efforts, mais elle ne les rejetait pas non plus. Elle les observait, les enregistrait, les testait silencieusement. C'est dans ce contexte qu'un événement imprévu allait bouleverser la dynamique discrète du manoir. Un dîner à trois. Ce fut Élodie qui, sans le vouloir, en fut à l'origine. Un soir, alors qu'elle descendait pour prendre son repas dans la petite salle à manger comme à son habitude, elle aperçut Clémence en train de discuter avec Marcel dans le couloir. Antoine sortait tout juste de son bureau. Il s'apprêtait à monter, mais Élodie, d'un ton presque distrait, dit simplement « Tu pourrais dîner avec nous ». Le silence qui suivit fut presque brutal. Clémence, surprise, ne dit rien. Marcel s'éclipsa. Antoine, figé, fixa sa fille. Il sembla chercher une réponse, puis hocha la tête. « Si tu veux, oui, ce fut tout. Rien de solennel. Pas de formule particulière, juste une proposition inattendue suivie d'un accord sobre. Mais ce fut suffisant pour transformer la soirée. Le dîner fut simple. Marcel, averti en quelques gestes par Clémence, adapta le couvert. 3 assiettes, 3 verres, 3 serviettes. Le menu restait celui d'Élodie, une soupe de légumes, un petit gratin et une compote tiède. Personne ne tenta de rendre la scène exceptionnelle. Ce fut justement cette banalité qui permit au moment de s'installer sans gêne. Au début, la conversation fut rare. Clémence posait les questions les plus simples, sur les plats, sur les goûts d'Élodie,
sur ce qu'elle avait préféré dans sa journée. Antoine écoutait, opinait, ajoutait parfois un mot. L'enfant ne parlait pas beaucoup, mais elle répondait. Elle mangeait doucement en jetant de temps en temps un regard à son père. Vers la fin du repas, elle dit d'un ton neutre « Je ne savais pas que tu mangeais comme moi ». Antoine sourit faiblement. « Je ne mange pas souvent avec quelqu'un, en fait. Mais j'aime ce que Marcel prépare pour toi. Tu pourrais manger avec nous plus souvent, alors. » Ce n'était ni une demande, ni une exigence, plutôt une constatation, comme si elle formulait une évidence que personne n'avait osé nommer avant. Antoine acquiesça sans rien promettre. Mais le lendemain, il descendit à nouveau. Et le jour suivant aussi. Le dîner devint un rituel. À 3, à heure fixe, sans cérémonie. Ces repas modifièrent en profondeur la dynamique familiale. Élodie s'ouvrait davantage dans cet espace partagé. Elle posait des questions à son père, riait parfois à ses anecdotes, commentait ses plats. Clémence laissait ces échanges se faire, n'intervenant que pour soutenir le lien naissant. Antoine, de son côté, découvrait une nouvelle posture. Il ne cherchait plus à contrôler ni à imposer. Il se contentait d'être là, d'écouter, de répondre. Et dans cette simplicité, quelque chose de profond s'installait. Un soir, après le dessert, alors que Marcel desservait, Antoine resta assis, pensif. Élodie était montée. Clémence s'apprêtait à faire de même, mais il l'arrêta d'un geste. « Je ne savais pas à quel point j'étais seul, » dit-il. Elle attendit. Ce manoir, ce silence, je pensais que c'était une protection. Mais en fait, c'était une prison. Pas seulement pour moi, pour elle aussi. Clémence acquiesça lentement. L'isolement donne l'illusion du contrôle. Mais il finit par tuer le lien. Je suis passé à côté de tellement de choses. Sa voix, ses gestes, ses regards. Elle vous les redonne, lentement. Il hocha la tête, les yeux perdus vers la baie vitrée. « Est-ce que tu crois qu'un jour elle me fera confiance complètement ? Elle le fait déjà à sa façon. Elle vous teste mais elle vous regarde. Et toi, tu crois encore qu'elle peut aller mieux ?» Clémence le regarda sans détour. « Elle ira mieux, parce qu'elle n'est pas seule, parce que vous êtes là, parce que je suis là. » Et parce qu'elle commence à se reconnaître dans le miroir. Ce soir-là, Antoine monta lui-même lui dire bonne nuit. Il entra dans la chambre d'Élodie, s'assit sur le rebord du lit et resta là, en silence. Elle ouvrit les yeux, le regarda puis dit « Tu vas rester jusqu'à ce que je dorme ?»« Si tu veux. » Elle ne répondit pas. Elle ferma les yeux. Sa main sortit doucement de la couverture. Antoine la prit, maladroitement, et il ne la lâcha pas. Les jours suivants, les dîners partagés instaurèrent une stabilité inattendue dans la maison. Antoine trouvait peu à peu sa place, non pas comme une figure d'autorité rigide, mais comme une présence réelle dans la vie de sa fille. Élodie, quant à elle, semblait puiser une force nouvelle dans cette routine à 3, comme si la table du soir avait reconstruit un espace de sécurité qu'elle croyait perdu à jamais. Clémence observait tout cela avec la retenue qui la caractérisait. Elle ne s'imposait jamais dans les moments entre père et fille, mais elle restait toujours à portée de regard, de voix, de souffle. Elle n'était ni une intruse, ni une spectatrice. Elle était une constante, une ancre. Un vendredi matin, pourtant, une brèche inattendue se produisit dans cette harmonie fragile. Clémence se leva avec une forte migraine. Elle ne se plaignait jamais, mais ce matin-là, la douleur l'obligea à rester allongée, incapable de supporter la lumière, le moindre bruit ou même la voix douce d'Élodie. Marcel, inquiet, appela le médecin du domaine qui diagnostiqua une crise aiguë, sans gravité mais nécessitant du repos complet pendant au moins 2 jours. Clémence, alitée dans sa chambre, dut accepter l'idée de ne pas pouvoir s'occuper d'Élodie, ne serait-ce qu'un moment. Antoine fut prévenu par Marcel. En apprenant la nouvelle, il ressentit une étrange forme de déséquilibre, comme si la colonne vertébrale de la maison s'était fissurée. Il monta immédiatement voir Clémence. Elle était allongée, les yeux clos, les tempes entourées d'un linge humide. Il ne dit rien. Il resta quelques secondes à la regarder, puis murmura « Reposez-vous, je m'occupe d'elle. » Elle esquissa un mouvement de tête, faible mais reconnaissant. Ce fut donc à lui que revint la tâche d'accompagner Élodie ce jour-là. Et ce fut là que tout bascula. Élodie, en apprenant que Clémence ne viendrait pas la voir ce matin-là, réagit avec une nervosité qu'on ne lui connaissait plus depuis plusieurs semaines. Elle refusa de descendre pour le petit déjeuner, rejeta les vêtements préparés, resta prostrée sur son lit serrant la peluche que sa mère lui avait laissée. Antoine tenta de la convaincre, avec douceur d'abord, puis avec une maladresse croissante. «
Il ne comprenait pas qu'il ne s'agissait pas simplement d'un refus d'obéir, mais d'une peur ancienne qui ressurgissait brutalement, celle d'être à nouveau seul, sans repère, sans bouée. Clémence a juste besoin de repos. Elle reviendra demain ou après-demain, tenta-t-il d'expliquer. Et si elle part? Et si elle fait comme maman? La phrase tomba comme un coup près. Antoine s'arrêta net. Il sentit tout l'air sortir de ses poumons. Il voulut répondre, mais aucun mot ne vint. C'était la première fois qu'Élodie exprimait de manière aussi crue l'amalgame qu'elle faisait entre l'absence et l'abandon, entre la maladie et la disparition. Il comprit alors que pour elle, chaque éloignement signifiait une perte définitive, un effondrement. Et il comprit aussi que ses propres silences passés avaient contribué à nourrir cette peur. Il s'assit au bord du lit, tenta de poser une main sur son bras, mais elle la repoussa. Il ne se vexa pas. Il attendit. Il resta là des minutes entières, à regarder sa fille, à chercher en lui les mots qu'il n'avait jamais appris à dire. Je ne partirai pas. Et Clémence non plus. Elle est juste fatiguée. Comme moi, parfois. Comme toi, quand tu es malade. Elle reviendra. Je te le promets. Tu avais promis aussi qu'on serait toujours 3. Et on n'est plus que 2. Ce n'était pas un reproche. C'était un fait. Une vérité d'enfant. Et cette vérité-là ne pouvait être ni niée ni réparée. Elle devait être reconnue. Antoine baissa les yeux. Il sentit ses mains trembler. « Tu as raison, je n'ai pas pu empêcher ça. Mais je suis encore là. Et je serai là demain. Et le jour d'après. Et tant que tu voudras de moi. » Élodie le regarda. Ses yeux étaient rouges. Elle avait cessé de pleurer, mais l'émotion restait là, suspendue, palpable. « Je veux juste qu'elle revienne. Elle reviendra. » Ce jour-là, ils passèrent l'après-midi ensemble. Antoine lut des livres, raconta des histoires, fit des puzzles. Il n'était pas aussi habile que Clémence, ni aussi intuitif, mais il faisait de son mieux. Élodie ne riait pas, mais elle acceptait. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle écoutait. Le lien se tissait, lentement, sans magie, sans éclat. Juste par la répétition du geste, la persistance de la présence. Le lendemain matin, Clémence allait un peu mieux. Elle descendit au salon en fin de matinée, encore faible, mais souriante. En la voyant, Élodie courut vers elle, la serra fort, sans un mot. Clémence posa une main sur ses cheveux, laissa le moment se faire sans le rompre. Antoine, debout à quelques mètres, regardait la scène avec une forme d'humilité nouvelle. Il comprenait désormais ce que Clémence représentait pour sa fille, et aussi ce qu'elle représentait pour lui. Pas une remplaçante, pas une solution, mais une présence. Une personne qui avait su, avec patience et respect, raviver ce qu'il croyait perdu à jamais. Ce soir-là, il proposa que Clémence dîne avec eux, pas comme employée, comme invitée. Elle accepta. À table, Élodie, plus vive que les jours précédents, mangeait avec appétit. Elle racontait ce que son père avait lu, les puzzles mal faits, les mots inventés. Papa, il comprend pas toujours les règles, mais il essaye. Tout le monde sourit. Antoine aussi. Un sourire sincère, discret. Et dans ce sourire, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire, il y avait une reconnaissance silencieuse. Pour Élodie, pour Clémence. Et peut-être aussi, enfin, pour lui-même. Il était environ 9 heures ce lundi matin-là, lorsque Clémence franchit le portail du domaine Durand pour la première fois depuis le début de son engagement, sans qu'il ne s'agisse d'un accompagnement ou d'une sortie avec Élodie. Cette fois, elle avait pris une décision personnelle, motivée par une raison simple mais irrévocable. Elle avait un rendez-vous médical qu'elle ne pouvait repousser davantage. Elle avait organisé sa courte absence en amont, avertit Antoine, préparé minutieusement les activités de la journée, laissé des consignes claires. Elle reviendrait dans l'après-midi. Mais pour Élodie, l'idée même de cette absence planifiée éveillait un inconfort difficile à verbaliser. Elle n'avait rien dit la veille au soir lorsqu'on le lui avait annoncé. Elle avait hoché la tête, posé son livre, puis changé de sujet. Mais Clémence avait perçu dans ce silence la résurgence d'une angoisse ancienne, comme une ombre que la lumière n'avait pas totalement dissipée. Ce matin-là, donc, tout fut plus lent. Antoine avait pris la relève, comme convenu. Il avait fait préparer le petit déjeuner, s'était levé plus tôt, s'était assis à la table avec sa fille. Élodie mangeait peu, repoussait les morceaux, buvait son lait par petites gorgées. Elle gardait le regard vers la porte, comme si elle espérait encore voir apparaître Clémence malgré les explications de la veille.
Antoine essaya de maintenir une certaine légèreté dans l'atmosphère, proposa une sortie au jardin, une lecture, un jeu. L'enfant refusa tout, poliment mais fermement. Elle retourna dans la véranda, s'installa dans le fauteuil, serra contre elle son carnet et resta là. Antoine, un instant désarçonné, s'assit en face. Il ne voulait ni forcer ni reculer. Il comprenait que l'attente pour Élodie n'était pas qu'un simple passage du temps. C'était une épreuve, un test invisible. Il resta donc là, en silence, respectant l'espace qu'elle réclamait. À plusieurs reprises, il ouvrit la bouche pour parler, mais se retint. Il se rappelait les conseils de Clémence. Parfois, ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, mais ce qu'on accepte de ne pas dire. Vers midi, Élodie parla enfin. Et si elle ne revient pas? La question était posée sans panique, mais avec une gravité calme, presque adulte. Antoine prit un temps avant de répondre. Elle a promis de revenir, et Clémence, elle tient toujours ses promesses. Maman aussi faisait des promesses. Oui, mais ce n'est pas pareil. Maman n'a pas choisi de partir. Élodie sembla réfléchir. Elle baissa les yeux, serra son carnet un peu plus fort. « Et toi? Tu reviendras toujours ?» Antoine ne répondit pas tout de suite. Il se leva, s'agenouilla devant elle, posa une main sur ses genoux. « Je reviendrai, toujours. Et même si un jour je dois partir pour une raison quelconque, je te le dirai. Je ne disparaîtrai jamais sans explication. Tu mérites de tout comprendre. » Cette promesse, formulée avec lenteur et sincérité, sembla apaiser l'enfant. Elle ne sourit pas. Elle ne répondit pas. Mais elle se détendit légèrement, comme si le poids sur sa poitrine avait diminué d'1 degré. Dans l'après-midi, alors que la pluie recommençait à tomber finement sur les vitres, le portail s'ouvrit. La voiture de Clémence franchit l'allée, s'arrêta devant la porte principale. Élodie, qui observait toujours de sa place dans la véranda, bondit de son fauteuil. Elle traversa le couloir en courant, chose qu'elle ne faisait presque jamais, ouvrit la porte avant même que Marcel ne le fasse et se jeta littéralement dans les bras de Clémence. Clémence, surprise, la serra doucement. Elle caressa ses cheveux, laissa passer quelques secondes sans parler, puis elle murmura « Je suis là, comme promis ». Élodie, sans relâcher son étreinte, dit d'une voix étouffée « Je sais, mais j'avais peur quand même ». Elles restèrent ainsi, longtemps. Antoine les observait depuis l'encadrement de la porte du salon. Il ne dit rien. Il ressentit un mélange d'émotions complexes, de la reconnaissance, du soulagement, mais aussi une légère pointe de jalousie. Non pas une jalousie mesquine, mais celle d'un père qui voyait chez un autre adulte la confiance que lui-même peinait encore à obtenir. Mais il ne s'en offusqua pas. Il comprenait que ce lien était un tremplin, pas une barrière, que Clémence ne se substituait pas à lui, mais l'aidait à construire sa place. Le soir venu, ils dînèrent à 3 comme à l'habitude. Clémence était un peu plus fatiguée qu'à l'ordinaire, mais Élodie veillait à tout. Elle apporta elle-même l'eau à table, demanda si elle voulait un coussin supplémentaire, s'assura qu'elle mangeait bien. Antoine, témoin discret de ses attentions, mesurait à quel point sa fille avait grandi, pas seulement physiquement, mais dans ses gestes, dans sa manière de voir l'autre, d'anticiper, de protéger. Après le repas, alors qu'Élodie montait déjà, Clémence resta seule quelques instants dans la salle à manger. Antoine revint avec 2 tasses de tisane. Il s'assit face à elle. « Elle t'aime comme une mère, dit-il, et toi, elle t'aime comme un père. » Elle commence juste à le dire. Il acquiesça pensif. « Je crois que je pourrais ne plus jamais avoir peur si je savais que tu resterais. » Clémence leva les yeux vers lui. Il n'y avait pas d'attente sentimentale dans sa voix, seulement une vérité nue, posée là, sans demande ni condition. « Je resterai, tant que vous aurez besoin de moi. » Antoine hocha la tête. Il ne répondit rien d'autre. Le silence suffisait. Ce soir-là, en allant vérifier si Élodie dormait, Clémence trouva le carnet posé sur la table de chevet, ouvert à une page où l'enfant avait écrit maladroitement quelques lignes. Elle n'avait jamais demandé à lire. Mais cette fois, les mots étaient tournés vers elle. « Quand tu n'étais pas là, j'ai eu peur de ne plus respirer, mais papa a été là. Et maintenant tu es revenue. Alors je crois que je suis un peu plus grande aujourd'hui. » Clémence referma doucement le carnet. Elle éteignit la lumière. Puis elle resta quelques secondes à observer l'enfant endormi. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout avait déjà été dit, dans les gestes, les absences, les retours, les promesses tenues. Et dans ce silence du soir, pour la première fois depuis longtemps,
La maison Durand n'était plus un tombeau, elle était redevenue un lieu habité.